Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans Page africaine. Aujourd'hui, nous sommes en plein cœur de Bamako, à l'ACI 2000. L'endroit qui nous accueille aujourd'hui est le restaurant Guadouma. La justice transitionnelle, quel concept? Quels sont les objectifs? Quelle articulation le Mali actuel peut réellement tirer de la justice transitionnelle par rapport à la résolution de la crise multidimensionnelle qui a frappé le septentrion du Mali? Pour répondre à toutes ces articulations, nous avons pour inviter aujourd'hui M. Boubacar Ba. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Page africaine. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire sur une thématique d'envergure nationale aujourd'hui, telle la justice transitionnelle? Merci beaucoup, Monsieur Sissoko. La motivation pour écrire ce livre est simple. Je suis quelqu'un qui aime écrire parce que écrire fait partie des récits de la vie. Vous savez que le Mali a connu en 2012 une crise multidimensionnelle. Multidimensionnelle sur le terrain sécuritaire, sur le terrain institutionnel et sur le terrain humanitaire. Donc c'est cette complexité, cette situation difficile, cette situation de guerre qui m'a amené à me pencher sur mon pays, à comprendre, à cerner et à élucider les difficultés. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire. Parce qu'écrire aussi, c'est quelque part un moment d'introspection, un moment de réflexion et un moment aussi d'analyse et un moment aussi d'évidence pour soi-même et pour son pays. Voilà. Alors, écrire pour son pays, écrire un moment, n'est-ce pas, de réflexion, de pensée, que vous avez surtout orienté vers la résolution de la crise du Mali. Quelles sont surtout les attentes par rapport à cet ouvrage que vous venez d'écrire, surtout la justice transitionnelle? Les attentes sont simples. D'abord, il y a les attentes du point de vue scientifique. Parce que écrire, d'abord, c'est analyser une situation, respecter des principes, et respecter un cadre technique, et puis aussi définir des récits, et dessiner des contours, soit pour inventer, soit pour réinventer, soit pour renouveler. Le Mali s'est retrouvé en 2012 dans un contexte extrêmement difficile. Nous avons été surpris par cette crise qui a bouleversé la nation, qui a bouleversé le pays, en amenant une occupation du nord du pays par des groupes armés, mais aussi par une crise institutionnelle grave au sud du pays. Donc cette combinaison, pour moi, constitue une source de réflexion. Et c'est ça qui m'a amené à analyser la situation et à comprendre le contenu et à partager les différentes valeurs que la situation donne pour l'ensemble des Maliens. Alors, déjà, d'entrée de jeu, nous avons remarqué dans votre ouvrage que vous avez fait le dessin d'abord de la situation politico-sécuritaire du Mali. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quel est votre sens de réflexion par rapport à cette crise de façon résumée, quand on sait, parce que vous avez commencé avec une genèse, n'est-ce pas, des crises qui ont frappé le Mali depuis le Mali indépendant du président Modibo Keïta jusqu'à nos jours. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un peu ce dessin? Oui, c'est vrai que le livre commence d'abord par l'analyse de la gouvernance du pays. Moi, je pense, franchement, que 2012, la crise 2012, elle est l'aboutissement d'une situation. Elle n'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est l'indépendance du pays et le premier régime de 1960 à 1968, régime socialiste, avec des forces et des faiblesses. Et 1968, rupture constitutionnelle avec le coup d'État pendant 22 ans. Et 1991, comme point de départ d'un renouveau démocratique. Pour moi, la crise est réellement, à partir de 1991, nous sommes mal rentrés dans la démocratie pluraliste. Nous n'avons pas compris la démocratie. La raison est simple, le citoyen n'est pas
n'a pas été concerné par les élections, donc un taux de participation très faible. Nous avons vu une corruption galopante, nous avons vu un incivisme galopant, le tout couronné par une gouvernance mise en mal. Et vous avez fait cas aussi de l'immixtion, n'est-ce pas, de la chose politique aujourd'hui par les leaders religieux. Oui, ça c'est récent, ça aussi c'est parti depuis 1991. On a vu à la conférence nationale, les leaders religieux ont exprimé en tout cas un besoin. Mais le problème n'est pas que les leaders religieux, ils sont des acteurs sociaux comme les autres. Mais le fait qu'on ait un État laïque, le fait aussi qu'on a une séparation des pouvoirs, on a une séparation de l'État avec le fait religieux, les gens ont des inquiétudes. Mais nous sommes dans un contexte aujourd'hui où l'environnement international même est marqué par une certaine irruption du fait religieux et par rapport au contexte international. Donc il est difficile aujourd'hui de se passer de ces faits religieux. Mais tout dépend de la façon dont nous allons comprendre ce fait religieux, la façon dont nous allons insérer ce fait religieux dans nos valeurs sociales, nos valeurs culturelles et nos valeurs politiques. C'est ça qui va être déterminant dans le futur de notre démocratie. Alors, déjà, est-ce que vous pensez que la justice transitionnelle, pour le cas précis malien, aura un répondant idoine? Quand on sait aujourd'hui que cette justice transitionnelle peine, n'est-ce pas, à se mettre en place? Moi, je perçois la justice transitionnelle en tant que concept comme un processus dérogatoire de droit régalien qui intervient dans des situations de crise suite à une violation massive des droits de l'homme. Okay. Il s'agit de gérer un passé douloureux, de le gérer en s'appuyant sur des piliers, comme le droit à la vérité. L'État a l'obligation de dire la vérité aux familles des victimes et à la société, comme le droit à la justice. Il incombe aujourd'hui à l'État de définir une justice idoine, comme le droit aux réparations. Il appartient aujourd'hui à ceux qui sont victimes d'aider à ce qu'ils bénéficient des réparations matérielles, compensations. Il s'agit aussi du droit aux réformes, c'est-à-dire la garantie de non-récurrence, parce qu'après une crise, on a besoin de se retrouver. Là, quand vous combinez tout ça, ça conduit aussi à une sorte de régulation avec des mécanismes. Le mécanisme de la justice classique, le mécanisme de la justice pénale internationale, le mécanisme des commissions vérité et le mécanisme des structures traditionnelles. Donc, ce n'est pas facile parce que c'est des périodes de crise qui amènent la justice transitionnelle. C'est un État fragile qui conduit à la justice transitionnelle. Donc, c'est une période de transition. La transition, ce n'est pas politique. La transition, c'est par rapport aux réformes, au processus qu'on engage et aux décisions qu'on engage. Ce n'est pas forcément facile, mais il appartient à l'ensemble du corps social, à la société civile, aux acteurs politiques, aux acteurs institutionnels et à la communauté internationale d'aider le pays qui engage la justice internationale à traverser cette période et à retrouver l'équilibre juridique normal. Alors, pour retrouver réellement cet équilibre général, surtout souhaité, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le cas malien, le laxisme de cette justice transitionnelle au niveau du Mali, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut booster un peu tout cet armada, n'est-ce pas, de système pour que les choses puissent aller un peu plus vite? Bon, le laxisme, je ne sais pas si c'est le terme approprié. Et moi, je pense qu'on a amorcé le processus en 2013. Il y a eu une commission dialogue et réconciliation. Après, il y a eu une commission vérité, justice et réconciliation qui est actuellement en train d'être mise en place. Il y a eu en 2013 un processus qui a été amorcé à Ouagadougou et il y a eu un colloque national de la justice transitionnelle appuyé par le programme des Nations Unies pour le développement qui a conduit à réfléchir sur le concept. Il me semble que ce n'est pas facile parce qu'il y a une combinaison de facteurs qui font qu'il y a des urgences. Le fait de mettre en place un système judiciaire opérationnel, le fait de chercher
à mettre cette justice en marche au nord du pays. Le fait qu'il y ait eu des affrontements entre groupes armés et armées nationales, toute cette diversification d'acteurs, facteurs de violence, des agressions, des assassinats, nous amène à réfléchir sur cette forme de justice transitionnelle. Et là, il faut que la société civile joue son rôle, il faut que tout le monde s'implique. L'État seul ne peut pas mettre en place ce système. Donc c'est un ensemble d'acteurs qui travaillent ensemble, qui amènent l'État à le faire. Et là, je crois que c'est ça qui va nous faire amener, c'est ce qui va nous conduire à avancer dans ce processus. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, comme Jacques Roumain le disait, l'expérience c'est le bâton de l'aveugle? Est-ce que vous ne pensez pas, le Mali étant déjà nouveau dans ce concept, n'est-ce pas, international, qui est la justice transitionnelle, est-ce que ce ne serait pas idoine pour les décideurs maliens, la société civile, d'aller à l'école aujourd'hui de la sous-région, où nous avons remarqué l'exemple de justice traditionnelle dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda, et que vous m'avez surtout confié lorsqu'on échangeait avant ce plateau. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que se servir de ces expériences aussi peut permettre à l'ensemble de la classe malienne, surtout politique, civile, de s'y mettre davantage pour que cette justice transitionnelle puisse s'installer et aller vers le mode opératoire? Oui, il faut toujours s'inspirer des autres. Et ce n'est pas quand même quelque chose qui est né ex nihilo. C'est-à-dire la justice transitionnelle a été testée en Amérique du Sud au cours de décennie 80. Après, l'Afrique du Sud, en 94-15, l'a testé avec la fin de l'apartheid et l'arrivée de Mandela. Le Rwanda l'a testé après la crise de 1994, où il y a eu un grand génocide, tout le monde le connaît. Il y a eu 1 million de morts et plus de 100 000 personnes ont été arrêtées. Et il y a aussi l'Ouganda, il y a le Ghana, beaucoup de pays l'ont testé. Je pense que nous devons nous inspirer, mais tirer ce qui est essentiel, parce que la justice transitionnelle ne peut pas s'exporter. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de mode standard? Il n'y a pas de mode standard, parce que chaque pays cherche à avoir ce qu'on appelle une évidence, une porte d'entrée. L'Afrique du Sud est reconnue pour avoir développé l'approche réparatrice. Et le Rwanda a développé le mécanisme qu'on appelle le gachacha, c'est-à-dire des mécanismes traditionnels où la victime et le bourreau se retrouvent et le bourreau reconnaît et une sorte de catharsis. Et présente ses excuses publiquement et on trouve des formes de réparation. Oui, mais déjà, c'est cette forme surtout que les gens s'attendent très souvent au Mali, où on va assister, n'est-ce pas, à des forats, des discussions entre les bourreaux et les victimes qui vont, n'est-ce pas, peut-être échanger des mots, se lancer des flèches et après se pardonner. Oui, mais il faut aller au-delà de tout ça, parce que nous avons la chance quand même que nous avons une riche histoire au Mali. Nous avons des mécanismes traditionnels anciens et qui ont vécu dans le temps et dans l'espace. Nous réclamons, en tout cas nous disons au monde entier que nous sommes héritiers de grands empires, nous sommes héritiers des formes d'organisation sociale très avancées comme le Kurukanfuka, comme le Massina avec l'Empire Peul, la Guinée. Et nous avons des valeurs et nous tardons aujourd'hui à exprimer nos valeurs. Parce que n'oublions pas que dans ces violations de droits de l'homme, il y a des cas graves qui peuvent être portés devant la justice pénale internationale. Quelques cas. Il y a des cas qui peuvent être... Est-ce que là, ce que vous dites là, c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, faire un petit classicisme, n'est-ce pas, de ces cas qui doivent être jugés par la justice transitionnelle et puis les cas aussi où ça nécessite forcément la justice classique? Non, c'est-à-dire, tout dépend de l'analyse des violations des droits de l'homme. Les cas graves, les violences armées, où il y a eu des assassinats ciblés, où des militaires ont été égorgés, où il y a eu des viols graves, mais ou ce qu'on peut appeler des cas de génocide, des gens ont été tués dans des conditions atroces. Ces cas peuvent être portés devant la Cour pénale internationale. Elle est là pour ça, le statut de Rome. Ce n'est pas beaucoup de cas, mais ils ont fait des enquêtes d'ailleurs. Le Mali les a saisis depuis 2012. Vous voulez parler par exemple des exactions commises à Aguelok? Oui, entre autres, et d'autres au nord du pays après l'occupation. Maintenant, il y a une série de formes de violence
sous forme de délits, de vols, d'attaques contre les biens, qui sont nombreux, des gens qui ont été victimes de part et d'autre. Si nous devons, je dis bien, confier tout ça à la justice, ça va prendre beaucoup de temps. Et les victimes vont s'impatienter, il y en a même qui vont mourir, et des traces vont disparaître. Donc il faudrait mettre en action la justice classique, la justice pénale internationale et des mécanismes endogènes qui vont statuer sur des cas précis et les gérer pour que la société avance. Entre des gens qui ont cohabité ensemble, il y a eu des problèmes entre eux, on n'a pas besoin que la justice internationale s'en mêle. On n'a même pas besoin que la justice classique, même forcément s'en mêle. Nous avons des mécanismes... Les conflits intercommunautaires. Et les personnes qui sont parties et qui sont venues trouver qu'on a occupé leurs biens, leurs champs, on peut les gérer. C'est ça encore qui n'a pas été mis en place. Donc il va falloir innover et identifier ces mécanismes et les mettre en action. Voilà la problématique réelle qui se pose dans notre pays. Et là, il va falloir que nos acteurs réfléchissent, nos chercheurs, nos universitaires, nos historiens, nos communicateurs traditionnels. Il y a une question qui nous taraude très souvent l'esprit aussi, c'est surtout l'intervalle de la crise malienne qui doit être prise en charge par cette justice traditionnelle. Parce qu'il faut reconnaître que certains pensent qu'il faut aller déjà au-delà de 2013. Qu'il faut peut-être voir déjà depuis le Mali de l'époque des indépendances, toutes les exactions qui ont été commises de 1960 à nos jours. Pensez-vous réellement que cela est réellement une porte de sortie et que cela est possible, cette faisabilité est réellement possible? Il appartient à la commission vérité qui a été mise en place depuis 2014-2015. Cette commission vérité, il appartient à cette commission de travailler dans ce sens. Et c'est vrai que le mandat de cette commission actuelle, c'est de 1960 jusqu'à 2013. C'est très complexe parce qu'il y a ce qu'on appelle les prescriptions en matière pénale. Il y a des délais prévus. Oui. Et il va falloir réfléchir. Est-ce qu'on veut le faire pour un travail de mémoire, de reconnaissance de certaines formes de violence passées après les rébellions des années 63 et 90, et puis tous ces coups d'État qu'on a connus en 1968 et toute cette forme de violation des droits de l'homme ou bien de violence politique qu'on a connue ou d'insurrection, je ne le sais pas. Et ce n'est pas évident qu'on puisse échelonner dans le temps et pouvoir constituer un travail, un corpus de réflexion, un travail sérieux et pouvant nous permettre de nous entendre sans qu'il y ait des formes de remise en cause de notre histoire. Ce n'est pas très évident, mais nous faisons confiance quand même à nos acteurs, à ceux qui gouvernent et ceux qui sont en train de travailler dans ce domaine. Mais je pense que ça ne sera pas très facile de reconstituer tous ces événements depuis 1960. Alors, on a remarqué aussi que dans votre ouvrage, vous êtes venu à faire des propositions par rapport au mode opérateur, n'est-ce pas, de la justice transitionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu par rapport à ces propositions? Bon, les propositions sont variées, elles sont combinées. Et d'abord, moi je pense qu'il faudrait bien cerner le concept, que nous nous approprions d'abord de ce concept, que ça ne soit pas comme une sorte de gadget, un prêt à porter. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait en Afrique du Sud qu'on va le réussir facilement. Et la justice transitionnelle est nécessaire dans notre contexte parce qu'il y a une combinaison de facteurs qui l'exigent. Un État fragile, des violences et des violations des droits de l'homme et un contexte international favorable. C'est-à-dire la justice internationale nous interpelle par rapport à la question. En termes de propositions, il faudrait bien réfléchir sur les mécanismes. Nous avons mis en place une commission vérité. Elle est en train de travailler. Elle va travailler pendant 2 ou 3 ans avec des rapports périodiques. Elle va identifier les victimes. Elle va aussi organiser des sessions d'échange et d'écoute de ces victimes. Elle va transférer sûrement à la justice des cas, mais elle ne va pas juger, ce n'est pas son mandat. Il y a la possibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, de créer une jonction entre la commission de vérité qui a été créée et les mécanismes traditionnels. Nous tardons à le faire, mais nous devons le faire. Une des solutions va consister à lutter contre l'impunité. Et sans lutte contre l'impunité, on ne peut pas parler de justice transitionnelle. Parce que c'est l'identification des victimes.
les répertoires et l'analyse des formes de violence et des violations des droits de l'homme qui ont été développées qui permettra de définir les réparations. Les réparations ne viendront pas ex nihilo. Et si les réparations sont identifiées, il y a toute une catégorie de réparations. Il y a les réparations sur les violences physiques et morales. Il y a les réparations aussi par rapport aux pertes des biens matériels. Et il y a les réparations aussi psychologiques. Il y a tout un facteur et c'est ça qui va conduire aussi à des réformes importantes. Donc une des solutions, c'est d'amorcer des réformes. Il y a des réformes du secteur de la sécurité, il y a des réformes de la justice, il y a des réformes politiques et économiques qui sont engagées. Moi, je pense que le chantier, il est vaste, il est ouvert, mais il n'est pas gagné d'avance. Et nous devons l'évaluer à chaque étape. Nous devons ouvrir à la société civile et nous devons nous-mêmes, par rapport à notre histoire, créer des conditions objectives pour que la justice transitionnelle soit un passage entre cette crise grave qui a affecté notre société et le renouveau que nous voulons créer pour arriver à une autre forme d'organisation sociale et politique pour notre pays. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de par le monde, sachez tout simplement que cette émission Page africaine se déroulait au restaurant Guadouma et notre invité était M. Boubacar Ba. Avec lui, nous avons échangé sur la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, une citation que nous avons reçue surtout de cette œuvre de M. Boubacar Ba, une citation d'Albert Einstein qui dit que celui qui dépasse la crise se dépasse soi-même sans être dépassé. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.